Lorsque nous avons abordé le thème des constructeurs, nous avons vu que ces méthodes étaient tellement importantes que C++ en fournissait une version par défaut. C'est le cas notamment du constructeur de copie. Nous avons vu également que la version par défaut du constructeur de copie faisait ce que l'on appelle une copie de surface, que cette façon de copier les objets est satisfaisante dans la plupart des cas, mais pas dans tous. Dans d'autres cas, il faut avoir recours à ce que l'on appelle la copie profonde, et c'est le thème de cette séquence. Pour rappel, nous savons donc qu'il existe en C++ des méthodes particulières permettant d'initialiser un objet en début de vie, les constructeurs, de copier un objet dans un autre, les constructeurs de copie, et de libérer les ressources associées à un objet, les destructeurs. C'est aux versions minimales par défaut de ces méthodes que nous allons nous intéresser, et en particulier dans le cadre de la copie. Nous avons vu dans une séquence précédente, sur l'exemple du comptage des instances, que les versions minimales par défaut des méthodes constructeur-destructeur n'étaient pas toujours adaptées. Nous avons également vu que lorsqu'il était nécessaire d'en définir un de façon explicite, il fallait considérer la définition de tous les autres également de façon explicite. Nous allons maintenant étudier un autre exemple lié au constructeur de copie par défaut, qui réalise une copie de surface, et nous allons voir que cette copie de surface peut poser un certain nombre de problèmes, typiquement lorsque certains attributs sont des pointeurs. Commençons par préciser un peu ce qu'est la copie de surface. Il s'agit en fait d'une copie membre à membre des attributs. Supposons que l'on dispose de notre fameuse classe rectangle et que dans un programme, on déclare deux objets de type rectangle, un rectangle R1 dont la largeur et la hauteur seraient initialisées au moyen d'un des constructeurs de la classe rectangle, et un second objet toujours de type rectangle, R2, obtenu par copie, initialisé par copie à partir du rectangle R1. Supposons que dans le constructeur utilisé, le premier argument corresponde à la hauteur et le second à la largeur. Le rectangle R1 serait donc un objet en mémoire qui aurait deux attributs largeur et hauteur initialisés comme suit. Supposons que dans cette classe rectangle, il n'existe aucune définition explicite du constructeur de copie. Ceci signifie qu'au moment où l'on exécute cette ligne, c'est le constructeur de copie par défaut qui est exécuté. Si l'on suppose donc que ceci correspond à l'attribut hauteur du rectangle R1 et ceci à son attribut largeur, l'exécution du constructeur de copie par défaut va résulter dans la création d'un rectangle R2 dont les valeurs des attributs auraient été copiées membre à membre depuis ceux de R1. C'est-à-dire, concrètement, la valeur de l'attribut hauteur de R2 va être copiée depuis la valeur de l'attribut du même nom de R1. Et pareil pour l'attribut largeur. Le constructeur de copie par défaut réalise donc une copie de surface, c'est-à-dire une copie membre à membre des attributs. Lorsque les attributs sont de type pointeur, contrairement au cas que nous avons ici sous les yeux, cette copie membre à membre, cette copie de surface, peut poser un certain nombre de problèmes. C'est ce que nous allons étudier dans ce qui suit. Prenons un exemple concret, celui d'une classe rectangle où l'on aurait choisi d'implémenter les attributs largeur et hauteur au moyen de pointeurs sur des doubles au lieu de double tout simplement. Il s'agit bien sûr d'une implémentation qui n'est pas très naturelle ni très justifiée, mais nous la prenons ici uniquement pour illustrer notre propos sur un exemple simple. Le constructeur de la classe rectangle est en charge d'allouer dynamiquement les emplacements mémoire nécessaires à stocker la largeur et la hauteur d'une instance de rectangle. Pour rappel, cette tournure permet d'allouer dynamiquement, pendant que le programme s'exécute, un emplacement mémoire pour un double, d'y stocker la valeur L, ce qui est retourné par cette instruction est l'adresse du double en question, laquelle est ici stockée dans l'attribut largeur, qui est effectivement de type pointeur, donc une adresse. En utilisant cette définition de la classe rectangle, il est donc possible, dans une autre portion de programme, de déclarer initialiser un rectangle, en utilisant le constructeur fourni, comme ceci. Le résultat d'une telle déclaration initialisation correspondra à la construction d'un objet en mémoire dont les deux champs largeur et hauteur sont des adresses vers deux doubles, représentant la largeur et la hauteur du rectangle. En C++, celui qui alloue a la responsabilité de désallouer. Ici, la classe rectangle prend la responsabilité d'allouer des emplacements mémoire
au moment où l'on crée un rectangle, elle doit donc, lorsque cet objet cesse d'exister, désallouer les emplacements nécessaires, et ceci se fait bien évidemment au niveau du destructeur de la classe rectangle. Vous noterez enfin que dans cette définition de la classe rectangle, il y a une définition explicite du constructeur, également une définition explicite du destructeur, mais aucune définition explicite du constructeur de copie, ce qui signifie que c'est la version par défaut qui sera employée le cas échéant. Supposons maintenant qu'un programmeur souhaite utiliser la classe rectangle, et donc il définit une fonction afficher largeur qui prend en paramètre un rectangle et qui a pour but d'en afficher la largeur. Donc typiquement, il pourrait décider dans une portion de son programme de déclarer un objet de type rectangle qui serait construit au moyen du constructeur que l'on a présenté dans le transparent précédent, et puis d'invoquer la fonction afficher largeur sur ce rectangle pour en afficher la largeur. En mémoire, nous venons de le voir, l'objet R a l'allure suivante. Donc ces champs largeur et hauteur sont des adresses qui pointent vers deux emplacements mémoire contenant les valeurs de la largeur et de la hauteur. C'est ce qui est construit au terme de l'exécution de cette ligne. On souhaite ensuite faire afficher la largeur du rectangle ainsi construit. Et en fait, ici, on risque d'avoir de mauvaises surprises. On risque de se rendre compte que l'objet R n'est pas sorti indemne de cet affichage. Mais que s'est-il donc passé ici lors de l'exécution de la fonction afficher largeur qui se borne pourtant à afficher la largeur de notre rectangle? Si l'on examine l'entête de la fonction afficher largeur, on voit que le paramètre, le rectangle dont on veut faire afficher la valeur, est en fait passé par valeur. Ceci signifie concrètement que lorsque l'on exécute cette ligne de code, la valeur de R va être copiée dans TMP, puisqu'on a affaire à un passage par valeur, et le code de la fonction affiche s'exécute sur la copie TMP. Et qui est en charge de réaliser cette copie du rectangle R dans le rectangle TMP? Eh bien oui, c'est bien le constructeur de copie de la classe rectangle qui est en charge de réaliser cette copie. Celui-ci n'est pas défini explicitement, on vous le rappelle, ce qui veut dire que c'est le constructeur de copie par défaut qui est invoqué, lequel fait une copie de surface. Donc au moment de l'exécution de cette ligne de code, il va y avoir création d'un objet TMP créé par copie à partir de l'objet R au moyen du constructeur de copie par défaut. Ceci signifie que l'objet TMP aura cette allure. Le constructeur par défaut fait une copie membre à membre des valeurs des attributs. Donc supposons que le premier attribut contienne la valeur adresse 1 et le second adresse 2. Il y aura une copie membre à membre. Ce qui signifie concrètement que les deux champs de l'objet TMP pointent vers les mêmes zones mémoire que ceux de l'objet R. Le corps de la fonction afficher largeur peut s'exécuter sans problème. À partir de l'objet TMP, on peut accéder via le pointeur à la valeur du champ largeur qui est la même que celui du rectangle, et dans ce cas-là, l'affichage va correspondre à ce que l'on souhaite. C'est un petit peu plus loin que les choses vont commencer à se gâter. En effet, le paramètre TMP de la fonction afficher largeur est un objet qui est local à la fonction et qui ne peut pas être utilisé à l'extérieur de la fonction. Ceci signifie qu'au moment où on termine l'exécution de la fonction afficher largeur, cet objet TMP n'a plus de raison d'exister et donc le destructeur va être invoqué automatiquement sur cet objet TMP. Donc pour rappel, le destructeur de la classe rectangle a pour vocation de désallouer les zones mémoire associées aux attributs de l'objet. Dans le cadre de notre exemple, ceci signifie qu'au moment où la fonction afficher largeur a terminé son exécution, le destructeur est invoqué sur l'objet TMP, lequel va désallouer les emplacements mémoire associés à ces attributs. Or ici, il se trouve que malheureusement, les zones mémoire désallouées lors de la destruction de TMP sont les mêmes que celles qui sont pointées par notre objet rectangle R, qui lui continue bel et bien son existence une fois que la fonction afficher largeur a terminé son exécution. En réalité, il n'y a pas de raison que afficher la largeur d'un rectangle cause la destruction des zones mémoire associées à ce rectangle. C'est pourtant bel et bien ce qui s'est passé ici.
Et ceci veut dire très concrètement que si l'on essaye d'utiliser le rectangle ici pour faire une autre manipulation dessus, ce qui normalement en principe ne devrait pas être empêché par l'affichage de sa largeur précédemment, eh bien on est en train ici de travailler avec un objet rectangle R qui est corrompu puisque les zones mémoire associées ont été désallouées. Pour résumer notre exemple, appeler la fonction afficher largeur en lui passant en argument un rectangle R fait que R est copié dans TMP en raison du passage par valeur. Lorsque la fonction afficher largeur a terminé son exécution, TMP qui est local à la fonction doit être détruit. Il l'est automatiquement par le destructeur de la classe rectangle. Ce destructeur va libérer la mémoire pointée par les champs largeur et hauteur de TMP qui se trouvent être les mêmes zones mémoire pointées par les champs largeur et hauteur de R. Du coup, toute utilisation de R après que la fonction afficher largeur ait terminé son exécution nous expose à un certain nombre de dangers. On peut voir le contenu de R changer de façon intempestive. On s'expose également à un risque de segmentation fault s'il y a des opérations de destruction sur cet objet R qui interviennent par la suite. La corruption de l'objet R suite à la destruction de l'objet TMP est en fait liée simplement au fait que ces deux objets pointent sur les mêmes zones mémoire alors qu'ils ne le devraient pas. R et TMP pointent vers les mêmes zones mémoire car, comme nous l'avons vu précédemment, la copie qui est réalisée est une copie de surface. Pour éviter le problème, il faudrait que la copie fasse ce que l'on appelle une copie profonde, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de copier les adresses, mais qu'elle copie plutôt les contenus pointés. Donc concrètement, ceci voudrait dire que l'on ne veut pas avoir de lien entre TMP et les zones mémoire pointées par R, mais l'on veut créer à partir de R un objet de TMP qui pointerait sur deux zones mémoire indépendantes qui auraient simplement les mêmes valeurs que celles de l'objet d'origine, à savoir R. Du coup, la destruction de TMP après la fin de l'exécution de la fonction afficher largeur n'aurait d'incidence que sur les champs pointés par TMP et n'aurait aucune incidence sur ceux pointés par l'objet R, lequel pourrait continuer à être utilisé sans problème par la suite. Le constructeur de copie par défaut qui fait une copie de surface n'est donc pas adapté. Il s'agit donc ici de redéfinir le constructeur de copie de sorte à ce qu'il fasse une copie profonde qu'il duplique les zones pointées. On souhaite donc que le constructeur de copie duplique les zones pointées. Donc à partir d'un rectangle R dont les attributs seraient des pointeurs vers des doubles particuliers, on souhaite que l'objet TMP obtenu par copie depuis R soit un objet complètement indépendant, dont la valeur des attributs serait de nouvelles adresses pointant vers des doubles, dont la seule particularité serait d'avoir des valeurs identiques à celle de l'objet d'origine. L'objet copié étant ainsi complètement indépendant de l'objet d'origine, sa destruction n'a plus aucune incidence sur l'objet d'origine. Le constructeur de copie doit donc être réécrit de sorte à dupliquer les zones pointées. Créer une copie TMP de l'objet R en utilisant ce constructeur de copie se traduirait donc par la situation suivante en mémoire. L'objet TMP aurait un champ largeur dont la valeur serait l'adresse d'un objet nouvellement alloué, donc une nouvelle adresse, et dont le contenu pointé serait obtenu par copie du contenu pointé par l'objet d'origine. Et pareil pour l'attribut hauteur. Donc ici, si l'on veut décortiquer un peu les choses, obj est l'objet copié, l'objet à partir duquel on veut faire la copie. Cette notation, obj.largeur, va nous donner la valeur de cette adresse. Étoile obj.largeur va nous donner le contenu pointé par cette adresse. Cette valeur correspond donc au contenu pointé par l'objet d'origine. L'instruction new double ici va donc allouer un emplacement mémoire pour le champ largeur, avec pour contenu le contenu de l'objet d'origine.
Donc voici comment il faudrait réécrire la classe rectangle de sorte à s'éviter les problèmes de copie de surface lorsque des attributs sont des pointeurs. Nous avons vu que le fait d'avoir un constructeur qui s'occupe d'allouer la mémoire et un destructeur qui s'occupe de la restituer n'a pas suffi. Il faut en plus définir un constructeur de copie qui fait de la copie profonde, c'est-à-dire qui ne copie pas les adresses mais qui duplique les zones pointées. En toute rigueur, il faudrait aussi redéfinir opérateur égal qui, comme nous l'avons vu dans les séquences précédentes, est très proche du constructeur de copie. La version par défaut de l'opérateur égal fait elle aussi en effet une copie de surface et si l'on ne la redéfinit pas proprement aux endroits voulus, eh bien on s'expose au même problème qu'en s'abstenant de redéfinir correctement le constructeur de copie. Voilà, du point de vue de la méthodologie, lorsqu'une classe contient des attributs qui sont des pointeurs, il faut penser à la copie profonde. Au moins se poser la question, est-ce qu'on doit redéfinir le constructeur de copie de sorte à ce qu'il fasse de la duplication des zones mémoire pointées ou non? Si l'on redéfinit le constructeur de copie, il faut penser également à la surcharge de l'opérateur égal qui doit être défini de façon appropriée. Et lorsque l'on fait de la copie profonde, on est souvent amené à utiliser de nouvelles ressources en mémoire et dans ce cas, il faut penser également à adapter le destructeur. Enfin, petit rappel, lorsque l'on redéfinit le constructeur de copie dans le cadre d'une relation d'héritage, donc dans une sous-classe, il ne faut pas oublier de faire en sorte que le constructeur de copie de la sous-classe invoque le constructeur de copie de la superclasse. Autrement, c'est le constructeur par défaut tout court de la superclasse qui est appelé et ceci peut causer un certain nombre de comportements aberrants du programme.